Bonjour Flavien. Salut Nico. Alors, cher Flavien, merci de revenir dans le podcast Comptoiria. Avec grand plaisir. Nous sommes le 19 juin, c'est la canicule à Paris. Et pour nos spectateurs, vous pourrez voir qu'il y a quand même deux, trois trucs un peu bizarres. C'est qu'on est en short, complètement débraillé. Et on a le droit parce qu'il fait 45 degrés à Paris. Il fait le climat de Madrid. Et on a par contre une cheminée dans le studio. Ils nous ont réchauffé le cœur. C'est génial. Donc c'est comique. En vrai, ça me fait bizarre d'avoir cette J'aurais pu cheminée mettre une petite fontaine, ça serait plus sympa, mais ok. alors qu'on meurt de chaud en ce vendredi 19 juin. Donc merci Flavien d'être ici. Donc ça vaut le coup de nous regarder plus que de nous écouter pour voir nos looks et la cheminée. Flavien, non, je suis très heureux de te recevoir. Le dernier podcast qu'on a fait a cartonné. Les gens ont adoré ce que tu nous as présenté, expliqué sur l'IA. Et voilà, et là, c'était faire un petit update avant l'été. Toi, tu as un programme très chargé en plus, donc on va en parler dans un instant. Et on a plein de sujets à traiter. Mais alors, je voulais commencer un tout petit peu par une question classique et tout ça, mais que nos auditeurs et surtout nos spectateurs adorent. C'est quels outils tu utilises en ce moment? Quels outils d'IA? C'est quoi ton set et tout ça? Alors, les choses ont beaucoup évolué depuis le dernier podcast. Et en fait, en termes d'outillage et en termes d'écosystème IA, moi, je vois que les choses se transforment beaucoup. Ouais. En fait, j'utilise toujours LinkedIn et Gmail, mais pour tout le reste de mon monde numérique, c'est Claude qui orchestre. C'est vrai que j'ai changé de banque pour avoir une banque qui permette d'être connectée à Claude Code. J'en suis allé là, quoi. Alors, excellent, Ouais. très intéressant. Et Et quelle est cette banque? Parce que pour c'est le coup, c'est le Conto. genre de truc que je... Ah, c'est Conto, bien sûr. Voilà, Et Conto bien qui a sûr, une tu as super raison. API tu as raison. complète. J'ai vu. Voilà. C'est vrai. Et je me suis branché et ça marche bien. Oui, et puis tu peux faire que de la lecture seule pour éviter que ton IA commence à arriver. Voilà, c'est bien fait. Mais du coup, en Super. fait, Claude Code devient mon orchestrateur complet du monde numérique. Et en fait, quand je veux utiliser une autre IA, par exemple, j'ai un abonnement chez Eleven Lab ou j'ai des crédits sur GPT parce que GPT Image 2 est vraiment incroyable. Bien sûr, pareil. Mais ces deux systèmes-là, en fait, je les ai branchés à Claude Code. Et c'est via Claude Code, je dis à Claude Code, génère une image maintenant. Mais Bien il sûr. utilise GPT-2 pour générer l'image. Donc en fait, j'ai resserré énormément mon interface sur Claude Code qui manipule mon monde numérique. Et après, je continue à utiliser en effet du Eleven Lab, notamment pour les versions audio de ma newsletter, du GPT Image, notamment parce que je travaille en ce moment sur le tome 2 d'Hello avec Nathalie Dupuis. Et Bien donc, sûr. on fait complètement évoluer le workflow avec ces nouveaux outils. J'utilise aussi un peu de Seedance 2 parce que je travaille toujours sur le projet de série d'animation que j'ai. Et puis, j'en oublie au moins un. Alors, j'ai toujours un petit abonnement Midjourney parce que c'est là-dessus que je fais les images de ma charte graphique, mes images d'art, on va dire. Et est-ce que j'utilise autre chose? Ouais. Ah bon, j'ai un abonnement Bien. ChatGPT Go, histoire de, mais voilà, Excellent. c'est Claude Claude Code, comment? Dans le terminal? Dans Non. l'application desktop? En fait, Ou j'utilisais... alors dans VS Code ou un truc Alors, comme ça? initialement, j'ai utilisé beaucoup Terminal et VS Code. Ouais. Et en fait, on va en parler, je crois, mais j'ai conçu un harnais autour de Claude Code qui automatise toute la partie architecturale des applications, on pourra en reparler, qui est fait pour les non-tech. Et du coup, j'ai commencé, il est tellement abouti que j'ai commencé à avoir des non-tech qui étaient capables de l'utiliser et de créer n'importe quoi sans avoir besoin de maîtriser le code. Et j'ai commencé à faire quelques formations autour de ça. Bien sûr. Et pour faire ces formations, du coup, un non-tech, on ne le met pas dans le terminal, on le met dans Claude Desktop. Ouais. Donc j'ai commencé à beaucoup utiliser Claude Code dans Claude Desktop pour former des non-tech. Et en fait, l'expérience a complètement transformé ma façon de coder, de vibe coder, de ce que j'appelle vibe worker même. Donc moi, maintenant, c'est Claude Desktop, c'est Claude Code dans Claude Desktop qui a plein de fonctionnalités trop cool et qui se développe chaque jour et qui maintenant a plus de limitations par rapport à la version terminale. Ouais. Et en fait, j'en suis arrivé à un stade où je ne relis plus mon code. Bien sûr. Avant 4.8, c'était le cas. Depuis 4.8, j'ai commencé à basculer. Fable, c'est sûr que je relis pas le code parce qu'il est il est bien meilleur que moi en code, donc il n'y a plus de raison. Mais comme je relis même plus le code, l'expérience Claude Desktop avec du bon harnais sérieux, solide, qui te permet de faire des choses qualitatives du premier coup,
est devenu, voilà. Je peux même plus jouer le geek à avoir un terminal d'ouvert, j'en ai toujours un souvent, mais c'est pas pour Claude Code. Et vraiment, c'est incroyable l'intégration dans Claude Desktop, à quel point elle est efficace, quoi. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est super intéressant. Alors, comme tu l'as dit, ça a beaucoup changé depuis notre dernier épisode. Je pense que c'était il y a, au début, on a dû le faire en tout début d'année, toute fin d'année, tout début d'année, je pense, 2026. Et en vrai, ça a quasiment rien à voir sur ce qu'on utilisait à l'époque. C'est marrant. Et de mon côté, tu vois, alors, pour te répondre, moi, tu vois, j'utilise comme toi Gmail, LinkedIn. Oui, j'ai un compte que j'ai connecté moi dans Notion, mais je devrais le mettre en direct plus avec Claude. J'ai mis LinkedIn. Et après, moi, je fais du Claude Opus 4.8 dans le terminal, pour le coup, uniquement, tu vois. Je bidouille un petit peu. Je vais faire un tour dans l'appli desktop pour regarder des trucs, mais moi, je suis dans le terminal. Sur mes modèles d'images, j'ai du FAL AI, tu vois, un agrégateur qui va me chercher du Nano Banana 2, du GPT Image 2. Sur la vidéo, je vais chercher de la même manière du Kling 3.0, du Seedance 2.0. Voilà. Et je priorise le Seedance 2.0. Je contrôle tout, évidemment, comme toi, mais à la voix, avec Whisperflow. Et il y a un petit clavier, 3 touches que je mets à côté de mon ordinateur, qui me permet de déclencher la voix, tu vois, et d'envoyer l'information. Et je fonctionne très bien comme ça. Mais tu vois, genre, j'ai peut-être un tout petit switch en ce moment. Je me lance un peu sur du codex. Je trouvais ça un peu plus lent et tout ça, mais j'y vais. C'est toujours sympa quand même d'aller pouvoir générer une petite image 5.2 avec GPT Image 2, donc générer une petite image, c'est toujours sympa, c'est toujours une petite pépite. Donc je passe un peu plus de temps. Et là, je te disais, j'ai commencé à essayer les goals. Parce qu'on dit, c'est fini, hein, on n'est plus dans la conversation avec les modèles, on est dans un goal, dans un objectif, une tâche qu'on va accomplir. Et là, tu vois, par exemple, hier, donc j'ai mis un goal, /goal, et Claude propose ou va proposer ce type de fonctionnalité. Et c'est quand même assez puissant, parce que ça permet au modèle d'avancer vraiment en autonomie pendant très longtemps. Et là, tu vois, typiquement, j'ai créé, lors d'une de mes formations avec un de mes apprenants, une app pour qu'il gère sa cave à vin, une méga cave à vin apparemment. On a créé cette app, voilà, petite web app et tout ça. Et là, j'ai dit, goal, mets-moi une application et je veux qu'elle soit sur l'App Store. Tu vois, j'ai lancé ça hier soir, dans la nuit. Et là, le truc, il s'est pas arrêté. Je fouillais dans mes emails pour récupérer mes logins, mots de passe. J'ai pris un abonnement Apple Developer Programme, mais il a fait tout le reste. Il a publié l'application. Et là, j'attends les 48 heures pour qu'elle soit validée. Tu vois, que je puisse l'installer de l'App Store. L'app iPhone, franchement, c'est assez bluffant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec l'approche Goal, en fait, c'est, tu as peut-être vu passer, comment il s'appelle, le gars qui a créé OpenClaw là, Peter Steinberger. Peter, voilà. J'ai fait une photo avec lui. Je l'ai rencontré cette semaine chez OpenAI. Ah ouais, cool. Trop sympa. Ouais, il a l'air sympa, le gars. Franchement, il est sympa. Il se prend pas la tête. Non, il a l'air d'être détendu. Ouais. Tu sens le gars qui vient de sa cave et qui est là, il sait pas trop ce qu'il fout chez OpenAI, mais il est génial. Attends, mais j'en profite. Alors attention, j'en profite parce que, donc franchement, une légende, OpenClaw, le premier solopreneur milliardaire qui nous a quand même montré ce que c'était que les agents, finalement, qui sont pas venus d'un labo. Hyper détente, hyper sympa. Et là, je lui parle, donc info secrète, parce que là, personne n'est au courant. Donc, je lui demande, il est autrichien, il vient de Vienne, mais là, depuis le rachat par OpenAI, il est à San Francisco. Et je lui dis, ça va, c'est cool, San Francisco et tout. Il me dit, ouais. Après, je suis à l'hôtel, hein, de toute façon. Tu vois, c'est ce genre de mec, je pense que tu ne seras pas étonné, qui est à l'hôtel depuis 5 mois à San Francisco, parce qu'il n'a pas envie de s'embarrasser de trucs. Enfin, donc, excellent. Excuse-moi, donc, Peter. Il y a 8-9 jours, là, il a tweeté un truc qui a pas mal tourné, où il introduit, donc il y a eu le prompt engineering, le context engineering, maintenant c'est le harness engineering, la construction de harnais, et on pourra en reparler. Et là, il a introduit le loop engineering. Ouais. Qui est justement cette idée de, d'une part, par rapport à un objectif, que ton IA puisse boucler jusqu'à atteindre l'objectif vraiment
abouti, et puis que si ça se passe dans un harnais, le harnais soit apprenant et puisse s'améliorer au fil du temps. Et en fait, cette approche, je la trouve super intéressante. Moi, j'ai commencé à l'implanter même avant qu'il invente le terme dans mon harnais. On parle que de ça, hein. Donc c'est goals et loop en ce moment. Moi, je vois Goals, que ça loop, dans harnais. Et Le harnais, ça va être l'intelligence métier organisée pour que tout ça se fonctionne. Harnais même, on en parlait il y a 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Ça a commencé il y a 3 mois. Et mais pour moi, le harnais, les gens ne c'est durable. connaissaient pas, nous on en a parlé. Ouais. C'est durable, bien sûr. C'est quelque chose de durable parce que c'est vraiment l'idée de simuler une fonction de l'entreprise. Pour moi, par exemple, l'avenir du conseil, c'est de créer des harnais. Par contre, un bon harnais, il loupe et il permet d'atteindre des goals. Plus efficacement. Alors, parce que le harnais, on réexplique en 2 secondes, mais on avait tous les deux notre image du cheval ou du dragon. Vas-y. C'est ça. Aujourd'hui, les agents, on n'est plus à l'ère de l'agent vertical spécialisé. On est à l'ère des agents généralistes qui sont les agents de code, et comme ils sont capables de coder, ils peuvent manipuler n'importe quoi dans le monde numérique. Donc, c'est pas fait pour les techs. En fait, les agents de code, c'est les agents ultimes qui sont généralistes. Sauf qu'un agent de code directement, c'est un dragon qui est super puissant, mais qui crache du feu n'importe où. Et donc, tout comme dans une entreprise, pour qu'on puisse organiser le flux d'intelligence de plein d'humains ensemble, on écrit des process. On écrit des process que les humains suivent pour travailler dans la même direction. On leur donne les mêmes outils pour que tout fonctionne de façon cohérente. Et l'IA, en devenant un collaborateur de l'entreprise, on a besoin de lui mettre un harnais à ce dragon-là, un harnais qui organise son flux d'intelligence. Ça se matérialise comment? Prompt engineering, context engineering, le harnais. On en est arrivé là. Et construire un harnais, c'est développer donc, un ensemble de procédures qui vont souvent prendre la forme de skills, donc écrire en langage naturel des procédures métiers structurées, avec une liberté d'adaptation, puisque l'IA est forte à ça, mais tu structures les procédures métiers, tu les fais communiquer entre elles, tu ajoutes à ça un certain nombre d'outils que l'IA peut utiliser, un certain nombre d'accès, et un certain nombre d'automatisations. Et donc, par exemple, le harnais que j'ai conçu, c'est environ 35 skills qui sont des procédures métiers pour l'utilisateur, une cinquantaine de skills internes, 80 à 90 scripts qui automatisent des parties qui ne sont pas intéressantes à faire par l'IA, autant pas cramer de tokens, c'est déterministe, et une petite centaine de templates. Là aussi, il n'y a pas besoin de cramer des tokens. Et du coup, c'est vachement complet, dis donc. C'est ultra complet. Parce que moi, je bidouille un petit peu, mais donc tu me disais que tu allais peut-être le partager bientôt. Mais donc là, par rapport à ce que tu me décris, oui, c'est très complet et ça m'intéresse, bien sûr, ça nous intéresse. C'est un harnais super complet parce que l'objectif, c'est de... Donc, Claude Code et c'est un harnais, aujourd'hui, que tu as construit pour... Claude Code pour il est fait Opus, pour il peut se switcher. Pour moi, l'agent de code en fait, il faut plus acheter des agents, on s'en fout de l'agent. L'agent, c'est juste le moteur d'intelligence, il faut que ça soit interchangeable. Ce qui crée de la valeur, c'est le harnais, là où tu vas mettre de l'intelligence métier. C'est là où l'intelligence métier, tu vas la simuler dans des procédures, et ensuite l'agent, peu importe, tu switches de Claude Code à Codex, etc. Tu as raison de préciser. Il faut absolument que ça soit interchangeable, parce que ça évolue, le modèle évolue en permanence. Tu vas pas tout reconstruire à chaque fois. C'est ça. Donc, par contre, ton intelligence métier, elle est durable. Et donc, elle, tu la mets dans le harnais que tu designes bien. Et après, tu mets n'importe quel agent dessous. Et, pour switcher de l'un à l'autre, tu as un changement de nom de fichier et c'est tout. C'est quand même facile. J'ai un petit script qui le fait automatiquement et ça switch sur Codex. Et alors, ce harnais, il sert pour moi à... donc, Claude Code, c'est un très bon codeur, mais c'est pas un bon architecte. Et en fait, pour créer un service numérique, une application, une automatisation, ce qui est compliqué, c'est pas d'écrire le code, en fait. C'est d'avoir la belle architecture qui fait que ça passe à l'échelle, que c'est déployé, qu'il y a de la base de données, qu'il y a du paiement, que c'est sécurisé, que c'est RGPD friendly, qu'il y a du référencement naturel de qualité. Toutes ces choses d'infrastructure et d'architecture qui sont autour de l'app. Donc, mon harnais, il automatise ça à 100%. Tu tapes /bootstrap et t'expliques en 2 phrases que ton app doit faire et tu as une app déployée que tu peux même mettre sur l'App Store, en effet, complètement fonctionnelle. Et il le fait en 20 minutes avec une consommation environ, pour une app pas trop complexe, avec entre 17 et 24 tokens de produits, il y arrive. Là où sans mon harnais, il fallait y passer une journée et il y avait une consommation de l'ordre du 1 million de tokens. Donc on voit l'efficacité que ça fait d'avoir génial. Et puis, il n'y a plus besoin de connaître pour faire un non-tech. Hâte de tester ça. Donc, mais je te l'envoie quand tu veux. Bien sûr, on pourra le partager à l'audience et ça va être génial. Et moi, tu vois, j'ai des skills qui commencent à être assez complètes, créer un site e-commerce, créer une marque, un site e-commerce et tout ça. Mais là, le harnais dont tu parles, c'est génial. Mais j'aimerais bien donc qu'on aille aussi sur juste les loops et sur ta définition, que tu nous expliques un petit peu ça. Donc,
pour mon harnais, voilà comment il y a deux types de loupe. Il y a la loupe fonctionnelle. Par exemple, pour le SEO, il y a une loupe qui se met en place automatiquement, qui fait que une fois que tu as cadré le SEO de ton site avec le harnais, tu lui demandes tu tapes SEO loop et il va mettre en place tout un processus où toutes les 2 semaines, automatiquement, il va regarder ton Google Search Console, ton Google Analytics, etc., vérifier tous les indicateurs, les KPI possibles et prendre des actions pour améliorer le SEO en continu. Donc là, tu as une loupe fonctionnelle où le SEO, sans que tu fasses rien, s'améliore et ton site est de plus en plus qualitatif. Merci. Et c'est un super exemple en plus, parce que ce SEO, évidemment, il faut que ce soit entretenu, Exactement. maintenu, etc. Voilà. Ouais. Mais en gros, ça fait à soi tout seul le boulot d'une petite agence SEO si je pousse un peu le bouchon. Il faut se le dire. Ça pique, mais ça marche. Ouais. Et puis, il y a la partie loop au niveau architecture. C'est l'ensemble du harnais qui, en gros, tous les vendredis à 20h, en fonction, du coup, ça utilise les tokens qui te restent, en gros, sur ton abonnement Cloud Code, mais ça peut utiliser ce que tu veux sur Codex, Ça, etc. c'est bien aussi. Parce qu'on est tous frustrés de ne pas utiliser nos abonnements à fond. Exactement. On arrive à les faire exploser quand on y va un peu trop fort. Et de temps en temps, quand on est un peu en train de faire autre chose, on n'utilise pas à fond. Et là, on s'en veut. On arrive à la fin de la semaine et on a encore plein de tokens. Donc là, ça crame tes derniers tokens. Là, donc moi, j'ai mes 2 comptes Cloud Code à 200 balles chacun. Si je les utilise pas à fond, ça me coûte cher. Oui, c'est frustré. Et là, en gros, c'est le harnais en entier qui va re-regarder toutes les conversations que tu as eues avec le harnais, où tu as utilisé le harnais, qui va regarder dans les conversations, voir là où il y a eu des erreurs, et qui, en fonction de ces erreurs, va regarder est-ce que c'était spécifique à la conversation et on peut rien faire, ou est-ce que c'était un petit défaut du harnais. Et on peut améliorer le harnais, à ce moment-là, il va s'auto-améliorer pour que la prochaine fois, ce type d'erreur n'arrive plus, et que ça soit plus fluide, plus efficace. C'est très intéressant. Il va même te proposer tes 2 types de loop. Et oui, pardon, te proposer. Et il va te proposer des améliorations en te disant, vu ce que tu as fait avec le harnais, ça c'est que quand tu es administrateur du harnais, il te dit, donc moi il me dit ça le vendredi soir, voilà, on pourrait ajouter tel type de fonctionnalité dans le harnais, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et il me fait des propositions d'amélioration globale même du harnais. Magnifique. Merci Flavien de nous présenter ça, c'est passionnant. Ça sera en open source à la fin de l'été. C'est génial, on va le partager ici, tu vas le partager, on va le repartager, on en reparlera peut-être dans notre prochain podcast, ça va être génial. Et alors écoute, et c'est très éclairant. Et comme d'habitude, je vois que tu es à la page, parce que moi, mon fil Twitter, X, là, tu vois, de cette semaine, c'est que ça. J'ai 4-5 posts que j'ai vus, là, tu vois, dans la semaine, en disant, tous les ingénieurs d'Anthropic, de NVIDIA, ils balancent 100 ou 300 agents, c'est ça qu'ils font, et ils leur font faire des loops. Donc, 300 agents et des loops. Et ça, je l'ai vu de Jensen, de Greg Brockman d'OpenAI et tout ça. Donc, ça se recroise. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais. Et je pense que le harnais et la loupe, c'est vraiment des éléments structurels où on ne dépend plus du LLM, de son mode d'agentique. On est vraiment dans l'intelligence métier. Et donc, c'est là où ça change tout. C'est là où vraiment les gains de productivité vont être pour moi. Magnifique. On va revenir sur ces sujets et on va en reparler dans un instant avec le RSI, le Recursive Self-Improvement, Fable, Mythos, etc. Juste avant ça, une petite actualité. Donc, évidemment, c'est un peu l'heure des IPO, la saison des IPO, des introductions en bourse. Et c'est SpaceX qui a ouvert le bal, avec une IPO record qui a fait d'Elon Musk le premier trillionnaire, voire largement, parce que cette semaine, on est le 19 juin, en gros, il prenait 100 milliards par jour, quoi, post-IPO. C'est quand même, tu te dis, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, c'est le mec d'un jour à l'autre, plus 100 milliards. Pas 100 millions, pas 1 milliard, 100 milliards, quoi, tu vois, donc c'est un délire. Il pèse plus lourd que le PIB de l'Inde aujourd'hui. Elon Musk. J'avais pas ce chiffre-là. Tu vois. C'est dingue, c'est vertigineux. Je crois que c'est 1,5 trilliard ou 7 au moment où on se parle. Donc cet IPO, c'est un carton, ça fait rêver. Alors, moi, ce que j'ai vu, l'angle sur lequel je voulais t'amener, j'ai vu ça hier, c'était assez intéressant. Il y a des gens qui se sont posé la question, parce qu'il faut toujours aller plus loin, évidemment, cher Flavien. Donc, Elon Musk est le premier trillionnaire. Après, Rockefeller, qui était le premier milliardaire. Qui sera le premier quadrillionnaire? Je ne sais pas si tu l'avais vu celle-là. Je t'avais dit, je te fais une surprise. Donc, qui sera le premier quadrillionnaire? Alors, j'entends ça, je fais... Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et en fait, il y a des gens, tu vois, sur un poste qui y sont allés sérieusement. Est-ce que sur la planète, il y a déjà 1 quadrillion de dollars? Mais c'est la question que je me suis posée. Et alors, Elon Musk a répondu en disant, c'est pas impossible. Et donc là, les types étaient en train de parler de 2030-2060, tu vois, grosso modo. Elon Musk a dit, c'est pas possible, c'est pas impossible. Mais par contre, en fait, l'idée, c'était de se dire, et j'ai trouvé cette image incroyable. Enfin, regarde, ça m'a fait rêver, Flavien, c'était de te dire, bah, si d'une certaine manière, tu considères que on arrive sur Mars et que c'est SpaceX qui te permet d'aller sur Mars, tu peux être quadrillionnaire d'une certaine manière. En écho à ce que tu viens de dire très justement, parce que en fait, tu deviens de facto, vu que c'est toi qui assure la liaison avec cette planète de manière exclusive aujourd'hui, propriétaire de Mars, quoi, d'une certaine manière, ou en tout cas la seule personne capable de l'exploiter et d'amener des gens. Donc tu deviens propriétaire d'une planète, donc tu deviens plus ou moins quadrillionnaire. Et Elon Musk a dit, oui, s'il y a des bases sur Mars et sur la Lune, tout ça, tu vois, c'est pas impossible. Et que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, truc de dingue. Ok, super intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Ah bon. Parce que déjà, j'étais un peu, tu vois, le trillion, faut l'encaisser. Le quadrillion, je l'avais pas vu. Attends, donc un quadrillion, on est d'accord, c'est 1000 trillions? C'est 1000 trillions. Donc c'est 1 million de milliards. Ouais. Donc oui, c'est ça, tout à fait. Donc il y a quand même un gap entre 1000 milliards et 1 million de milliards. C'est vraiment un changement d'échelle de dingue. Donc en effet, ça commence à faire sentir un peu la société galactique, quoi. Il y a, j'ai vu ça sur X aussi, il y a 998,5 trillions de différence avec la fortune personnelle en ce moment d'Elon Musk. C'est ça. Donc il y a un peu de marge. 2030, peut-être pas, mais 2050 ou 2060, il y a mais ton réflexe a été bon sur combien vaut la planète, entre guillemets. Ça, c'est sûr. Il y a la question de changer de planète et du coup, ça peut amener des sommes complètement délirantes. Il y a aussi peut-être ce qui va se passer avec les biotech et la question de l'immortalité. Et parce que si tu as beaucoup, beaucoup plus de temps pour construire ta fortune, peut-être qu'elle peut aller beaucoup plus loin. Une fortune qui se construit sur 300, 400 ans, sans qu'il y ait un changement d'héritier, etc., qui peuvent complètement casser la dynamique. Là, un Elon Musk sur 400 ans, ouais. Mais tu as raison, je pense que c'est un point très important. Dans le temps long, on ne se rend pas compte. Mais avant, il y a 100 ans, toute fortune était héritée, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de construction de richesse par le travail. Il y a 100 ans, tu aurais parlé d'1 trillion de dollars. Bien sûr. Non, mais les gens, ils t'auraient dit, mais jamais, jamais. Donc voilà, après on va suivre maintenant les IPO de OpenAI et d'Anthropic. Et les IPO, justement, ça me permet peut-être d'introduire un des sujets dont on voulait parler. OpenAI a dit justement, Sam Altman vient de faire une petite déclaration en disant qu'il n'était pas pressé, pas si pressé que ça sur l'IPO finalement, parce que plus on se rapproche du RSI, Recursive Self-Improvement, plus d'une certaine manière, tu vois, on a un objet très fort de valorisation potentielle de OpenAI. Complètement. Est-ce que ça te va qu'on parle un petit peu de ce sujet du RSI? Anthropic a fait un super post sur le sujet. Tu l'as vu, peut-être? Bien sûr, j'ai vu en détail. C'est mon sujet d'étude du moment, enfin un de mes 2 gros sujets d'étude du moment avec la question du religieux et de l'IA. Il y a la question de l'accélération de la science et en effet de l'amélioration récursive autonome, donc des IA qui créent les innovations scientifiques qui permettent de faire de meilleures IA et qui s'améliorent au fil du temps. Et alors, il y a le papier... Tu l'avais dit sur le podcast, tu m'avais donné un prisme très clair qui m'a beaucoup éclairé. Donc, tu nous disais, selon toi, Edge AI, c'est grosso modo résoudre tous les problèmes du travail, de ce qu'on peut faire dans notre économie de la connaissance et tout ça. Et tu nous disais, ASI, la super intelligence, c'est quand on va sur la science. Quand on craque la science. Et ça m'a beaucoup, cette distinction-là pour moi, et je l'ai trouvée hyper intéressante et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, ces derniers mois. Cool. Et donc là, justement, super intelligence et qui arrive par le RSI, quoi. Complètement. Et on a, alors ça fait 2 ans qu'on a les signes de ça avec The AI Scientist de Sakana AI qui, dans sa V2, fait un papier de recherche qui passe la phase de peer review. Donc des humains évaluent le papier sans savoir que c'est une IA et considèrent que c'est de la suffisamment bonne science pour le publier sur un événement de machine learning. Et puis, ils ont continué, Sakana AI, et en effet, ils viennent d'annoncer il y a quelques semaines là un nouveau lab qui crée.
Donc Sakana AI, c'est un laboratoire d'IA tokyoïde passionnant, très très à la pointe, et ils viennent d'annoncer RSI Lab en disant notre AI Scientist V3, il commence à avoir vraiment les capacités de faire de l'amélioration récursive autonome, et donc on va se dédier à travailler là-dessus parce que il n'y a pas d'autres points plus importants dans le monde de l'IA et dans le monde tout court que la capacité de systèmes d'IA à s'améliorer eux-mêmes. C'est pour ça que c'est sur ce sujet-là que Andrej Karpathy a rejoint Avec Anthropic Auto-Research. pour aller travailler là-dessus. Ouais. Avec, pardon Ce qui l'a amené là-dessus, justement, c'est sa loop. Il a fait du loop engineering pour créer Auto-Research, Sur Auto-Research, bien sûr. un système qui fait de la recherche en autonomie. Et donc, pour bien expliquer, au début, on avait les humains qui travaillaient sur les ordinateurs, les humains, les ordinateurs qui travaillaient sur la conception d'un modèle, le modèle qui permet ensuite de créer avec l'être humain des agents, les agents qui permettent avec les modèles de créer plein d'agents, un swarm d'agents, et finalement donc il y a un graphe qui est excellent donc d'Anthropic là-dessus, et au final des agents, des swarms qui peuvent finir par entraîner un modèle, et là donc un comportement récursif de ce modèle qui va s'améliorer sans intervention humaine. Ou très peu, ouais. Enfin, il y en aura de moins en moins avec le temps. Et ce qui peut nous amener peut-être très loin, mais on a moins de contrôle. Moi, je suis sûr que ça va nous amener très loin. Ouais. C'est ce que je mets en œuvre dans le tome 1 d'Hello, où la génération 1 et 2 de l'IA de la BD, donc Hello, elles sont conçues par des humains. Mais ensuite, la génération 2, elle est super puissante. Ils en font plein d'agents. C'est le pays de génie dans un data center de Dario Amodei. Et ce pays de génie dans un data center crée Hello 3. Et ensuite, Hello 3 crée Hello 4. Et chaque génération étant créée par la précédente est bien plus performante. Donc, je l'ai déjà mis un peu en scène là-dedans, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire dessus, parce que y a un caractère complètement délirant à cette idée-là, parce qu'en fait, celui qui est leader sur cette question-là, forcément, cette boucle, elle est exponentiellement rapide. Donc, celui qui est le leader là-dessus, il prend de l'avance constamment plus vite que les autres peuvent le rattraper, même s'ils font de l'amélioration récursive. Donc, pour les labos, c'est clair que là, il y a un enjeu, le premier qui a vraiment cette boucle qui s'enclenche, et Anthropic, pour moi, est le plus proche aujourd'hui. Ils ont le premier labo prend une avance considérable et potentiellement irréversible. Et le premier pays au niveau gouvernemental qui est en mesure d'utiliser ça, c'est pareil, il prend un avantage géopolitique qui peut avoir un caractère d'irréversibilité, et ça, on n'a jamais connu. C'est une nouvelle géopolitique. Des fois, on dit la géopolitique du one minute. 1 minute de différence dans ce scénario-là change la face du monde, quoi. Bien sûr. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est fou, en fait, parce que c'est des concepts qu'on avait en tête avec le take-off, la singularité, la super-intelligence de Bostrom. Mais alors là, j'espère que nos auditeurs et nos spectateurs n'entendront pas, mais il y a du sexo dans le studio d'à côté. Donc, c'est pas dérangeant. Mais donc, la super-intelligence. Et en fait, je trouve que d'une certaine manière, que quand on en est là, aujourd'hui, en juin 2026, tous les deux à parler de RSI, tu vois, on se rend compte, tu vois, on est plus sur un problème pratique, tu vois, et un problème d'ingénierie pour lancer quelque chose, déclencher quelque chose, qui peut nous amener très loin sur la recherche scientifique, sur les performances de ces modèles. Et comme tu dis, c'est qu'à partir du moment où c'est lancé, sincèrement, on pense que ça va être on peut pas concurrencer ça, en tout cas en tant qu'être humain, si ça fonctionne. Là, il y a encore 3 semaines, on pouvait dire on va concurrencer parce que les LLM vont faire de l'optimisation de LLM, mais on peut aller trouver des innovations tangentielles. Mais vu ce qui s'est passé sur le problème d'Airdus, le 90e, il y a 2 semaines ou 10 jours, donc pour rappeler, en gros, il y a un système d'IA d'OpenAI qui est lancé sur un des problèmes d'Airdus, mais avant, il y avait des systèmes d'IA qui avaient craqué des problèmes d'Airdus, qui étaient des petits problèmes pas très importants. Là, c'est un des 10 problèmes d'Airdus majeurs sur lesquels des générations de mathématiciens se sont cassés la tête, et tout le monde essayait de prouver que l'hypothèse d'Airdus était juste. C'était l'intuition. Et là, le système commence à essayer de prouver qu'elle est fausse. Donc déjà, il ne prend pas la voie la plus probable, celle des humains. Et il travaille, on ne sait pas exactement combien de temps, mais il produit une preuve qui fait des centaines de pages, et la preuve fonctionne, et il arrive à trouver un contre-exemple qui détruit le théorème. Mais surtout, ce contre-exemple, ce qu'il a d'incroyable, c'est qu'il fait le pont entre 2 domaines des mathématiques qu'on n'avait jamais reliés. Donc, en plus d'apprendre quelque chose sur le théorème, les mathématiciens ont appris quelque chose sur les mathématiques. Le système a été capable de faire ce pas de côté scientifique qui
relève du génie mathématique pour aller connecter des mondes qu'on n'avait jamais connectés. Donc là, s'il y a encore des gens qui disent qu'une IA ne peut pas être créative, je pense qu'il faut vraiment aller les enterrer sous des tas d'ordures. Mais on a la preuve que des systèmes d'IA qui s'améliorent de façon récursive probablement auront même la capacité d'aller produire des innovations tangentielles par rapport enfin, ils vont pas faire que approfondir et optimiser la science des LLM. Potentiellement, à un moment, ils vont commencer à atteindre des limites sur les LLM tels qu'on les connaît. Ils vont inventer l'architecture post-transformers. Ils vont aller combiner ça avec du world model, etc. Et peut-être que c'est eux qui vont avoir la plus grande capacité, en plus, comme l'IA est un domaine très vaste et très technique, à aller connecter les domaines entre eux pour progressivement intégrer des dimensions qu'on a du mal à intégrer, type intégrer world model et LLM. Donc, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment... on a vraiment tout. Comme je me suis beaucoup et on est dedans là. Hein. C'est les travaux de recherche. Enfin, je veux dire, les équipes travaillent dessus disant potentiellement fin d'année, grosso modo, ça pourrait être le cas. Quoi. Déjà aujourd'hui, on a des premiers signes déjà réalisés. Ouais. Par exemple, Alpha Evolve, donc c'est Gemini qui est intégré dans le système agentique Alpha Evolve. Et avec ce système, Alpha Evolve a fait des découvertes qui ont permis d'améliorer Gemini. Donc, on a déjà des petites améliorations récursives. Elles sont encore légères et elles sont encore rares. Mais les travaux, il y a une incitation énorme en ce moment. On a toutes les preuves que ça peut marcher, même pour des choses de rupture. Et donc, en effet, je rejoins un peu ce que disent les labos. Dans les prochains mois, ça va être le sujet numéro 1, quoi. Écoute, moi, je trouve que c'est fascinant. Moi, ça me fait penser, tu vois... à AlphaGo, aux échecs, tu sais, aux échecs ou aux jeux de Go, tu vois. On te disait, tu sais, au début, l'être humain est meilleur que la machine. Après une hybridation, l'être humain plus la machine arrive quand même à être un peu meilleur pendant une période transitoire que la machine toute seule. Et à la fin, AlphaGo dont tu parles, AlphaZero, en fait, il joue mieux qu'accompagné par l'être humain parce qu'on va juste le déranger. Et en fait, on retrouve ça ici, pour moi, parce que dans cette loupe dont on parle récursive, automatique, l'humain, il est plus dedans. C'est ça qu'on voit aussi sur ce schéma. Et après, on se dit, mais là, les possibilités sont dingues, ça va être fou. On se dit, mais t'en parlais à l'instant, sur les mathématiques, d'une certaine manière, c'est un système, des problèmes qui sont vérifiables, comme du jeu d'échecs en peut-être plus divers et plus compliqué, et plus complexe. Mais d'une certaine manière, si on lance ces modèles là-dessus, il est pas dit qu'ils n'arrivent pas à tout résoudre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, si tant est soit peu qu'un tout existe dans les maths, mais en tout cas à aller beaucoup plus loin que l'humanité. Il y a une super nouvelle de science-fiction de Ted Chiang. Donc Ted Chiang, un grand auteur de science-fiction, il a une toute petite nouvelle, c'est 4-5 pages, s'appelle, je crois, L'avenir de la science humaine. Et en gros, il raconte dans cette petite nouvelle que dans un avenir plus ou moins lointain, il y a des méta-humains, qui sont des espèces de super-intelligences, qui en fait font la science. Et nous, humains, n'avons plus du tout la capacité de comprendre ce que les méta-humains sont en train de concocter, mais on en profite parce qu'ils nous font profiter des retombées technologiques qu'ils inventent. Donc il y a cette phrase, par exemple, dans la nouvelle, le détecteur de neutrinos portable était une de ces innovations de plus qu'on ne comprenait pas, mais qu'on utilisait au quotidien. Très bien. Et la science humaine, c'est plus une tentative d'expliquer la nature, une herméneutique de la nature, c'est une tentative d'expliquer les résultats que l'IA nous donne sur la nature. C'est une tentative d'expliquer en seconde couche la science des méta-humains, des super-intelligences. J'ai trouvé cette intuition incroyable. C'est génial. Tu sais, pourtant, c'est notre 174e podcast. Je demande un bouquin de science-fiction à chacun de mes invités. Je n'ai jamais eu ça, mais c'est très intéressant. Ouais, c'est une super et d'une certaine manière, je vais lire ça, je mettrai le lien. Et d'une certaine manière, je pense que ça fait énormément réfléchir. Parce qu'on se rend compte aussi, moi je me rends compte quand tu me dis ça, que tu vois, je ne comprends pas forcément tout le monde autour de moi. Tu vois, tout le monde qui a été construit, on est sur les épaules des géants. Et aujourd'hui, évidemment, on a tous un smartphone et tout ça, mais bien malin qui sait te dire d'où viennent tous ces composants et comment tout ça fonctionne. Mais là, tu vois, en effet, c'est aller encore un cran plus loin pour interpréter ça. L'humanité sait comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'ensemble de bonnes personnes qui est capable de décrire complètement comment ça fonctionne. Il est probable qu'à l'avenir, il y ait des objets technologiques où il n'y ait plus, même si tu prends toute l'humanité ensemble, elle ne soit pas capable d'expliquer comment ça fonctionne. C'est génial ce que tu dis, Flavien, parce que là, tu vois, on arrive à
une des visions de la superintelligence, en effet, c'est une intelligence supérieure à celle de toute l'humanité, de tous les humains C'est ça. réunis. Du cerveau collectif qu'on est. Passionnant. Il y a aussi une deuxième conséquence que je trouve intéressante, qui est plus proche de nous et qui rejoint peut-être, ça va faire une transition si tu le souhaites, sur Fable. Bien sûr. On arrive à des systèmes qui sont tellement bons pour coder, notamment, moi j'ai un très bon copain qui est sorti quasi major de promo en ingénieur informatique de Polytechnique. C'est une tronche absolue. Enfin, Ouais. ce que je mets 3 semaines à comprendre, lui, il lit 3 bouts de code, il fait bah oui, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Je suis là, ok, d'accord. Tu m'énerves. Ça fait toujours mal. Hein. Mais bon, c'est un génie là-dedans. Ouais. Et avec Fable, donc il a lui aussi largement testé, il m'a dit c'est la première IA où j'ai arrêté de relire le code parce qu'elle fait du meilleur code que moi. Donc Ah, ouais. Ok. du meilleur code qu'un ingénieur informatique de Polytechnique. Donc on va vers un monde dans 1 an où les systèmes d'IA seront tellement bons qu'ils seront pour coder qu'ils seront meilleurs qu'à peu près n'importe quel humain. Et dans peut-être 2 ans, disons, genre, je suis pas sûr de moi, hein, mais let's say 2 ans. Peut-être qu'il va commencer à être interdit aux humains de toucher du code. Comme aujourd'hui, ton assurance veut plus te rembourser si tu es allé toucher le moteur de ta voiture, parce que tu n'as pas les compétences. Et donc, peut-être que dans un avenir pas si lointain, la question, ça va pas être est-ce qu'il reste des codeurs ? Ça va être est-ce qu'on a encore le droit d'aller toucher le code ? Parce que si on touche le code, on risque de tout casser. Magnifique. Cet exemple-là, on en a déjà parlé ici au niveau de la voiture autonome. C'est quelque chose qu'on imagine aussi assez bien avec les assurances et tout ça. Un conducteur du dimanche qui serait le seul à avoir une voiture non autonome, évidemment, on se doute qu'il pourrait passer pour quelqu'un de très dangereux. Mais j'avais pas cette vision sur le code. Alors, Flavien, reprenons un petit peu donc en effet sur Fable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc l'historique, c'est qu'on a eu Mythos, une nouvelle série de modèles anthropiques, Capybara avec Mythos 5 qui est sorti, premier modèle qu'Anthropique sort et que finalement il n'est pas accessible au public, il est réservé à quelques institutions gouvernementales, militaires, à quelques banques parce qu'il pose trop de risques, trop de dangers. C'est une arme en termes de cybercriminalité, cyberguerre. Et donc, ils disent non, on ne peut pas le donner à tout le monde. On est assez frustré quand on entend ça. Finalement, ils font une version protégée, une version un petit peu bridée, en ayant les retours de JP Morgan, du gouvernement américain, de tout ça. Et ils nous sortent Fable 5, donc la version un peu bridée de Mythos. Ça, c'était il y a Et ça, c'était 10 jours. la semaine dernière, il y a 10 jours. Ouais. Il y a 10 jours, il sort mardi. Là, on est vendredi, donc 19 juin. Donc ça devait être le 10, un truc comme ça. Et c'était tout à fait. Et c'est sorti dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, c'est veut dire 10, 12. J'ai l'impression que c'était il y a des mois. C'est clair. Donc là, on a ce Fable qui sort. Moi, j'étais en train de faire une formation à Toulouse. Tu vois, j'étais dans une chambre d'hôtel et tout. Je teste le truc quand même. Et là, je sens. Vas-y, pardon. C'est marrant que tu dis ça. J'étais aussi en train de donner une formation sur mon harnais. Ouais. Et donc, je me souviens parce qu'on venait de faire la première journée de formation le 9. Je leur avais parlé de Mythos, etc. Et la deuxième journée arrivait le 10 et c'est sorti le 9 au soir à 17h10 quand je terminais la formation. Et là, je leur dis désolé, ce soir, je vais pas dormir parce que demain, il faut que je vous en parle. Et c'est ce que j'ai malheureusement dû faire. Et parce qu'en plus, ça change tout. Oui. Alors, pour mon harnais, ça changeait pas grand-chose, mais ça donnait encore plus de possibilités. Ouais. Mais évidemment, vu qu'on a eu que 3 jours pour l'essayer, on a joué avec, mais ça n'a pas changé grand-chose finalement. Donc ce truc-là, il sort. Alors tu vois, moi, mes impressions, le Fable 5, déjà, ça va très vite. À ce moment-là, j'étais en train de faire du ultra code, tu sais, pour avoir un maximum d'efforts moi, sur le modèle. Donc je prenais déjà un deuxième abonnement Cloud Code Max x20 à $200. Et là, il y a ça qui sort dans la nuit. Je me dis, j'ai bien fait de prendre, dans l'après-midi, j'ai bien fait de prendre mon abonnement. Et là, tu vois, mon feeling, je partage, parce que je suis curieux de toi, ton sentiment. Je me dis, waouh, c'est lent, quoi, tu vois. Et tu vois, et après, finalement, je le lance en allant me coucher à 23h. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais tenter ? Alors, au début, tu sais, tu te dis, vas-y, un email et tout.
où les scores du foot, c'est pas forcément là-dessus que je vais vraiment tirer la pleine puissance. Et là, j'en arrive, tu vois, je fais 2-3 trucs et je me dis, bon, allez, vas-y, crée-moi un monde immersif, un monde en 3D, au carrefour de Matrix et de Tron, qui sont des univers que j'adore. Et je dois pouvoir parler à des personnages et tout ça, me balader là-dedans. Et il y a des fusées SpaceX qui décollent parce qu'il y avait l'IPO de SpaceX. Et ben, tu vois, à mon réveil, j'ai le Construct. C'est pas moi qui ai trouvé le nom. Hein. Ah oui, ok. Le Construct qui est là, quoi, tu vois. Et je navigue dedans et tout ça. Et après, en un clic, je lui dis, bah, vas-y, j'aimerais bien que d'autres personnes puissent me rejoindre dedans et que ce soit jouable sur mobile, tu vois. Et là, boum, écoute, c'est parfait et tout ça. Et cher Flavien, j'aurais jamais pensé être capable de créer ça moi-même et un ordinateur, ou moi-même un ordinateur, un modèle et tout ça, quoi. Et donc c'était de la folie. Et là, et après donc et j'ai le sentiment à ce moment-là d'utiliser quand même un gros modèle. Tu vois, vu que c'est lent, c'est puissant, tu vois, c'est mon Opus 4.8 que j'utilisais jusqu'à 3 heures avant me semble être un petit truc rikiki. J'ai exactement... Dis-moi toi un peu, Flavien. Ouais. Je partage à 100%. Première fois que je le lance, en effet, même sentiment de lenteur et même sentiment que du coup, t'es face à une bête monstrueuse. Et alors, la première fois que je le lance sur une connerie pour revoir un bout de code par-ci par-là. Ok, génial. Puis après, moi aussi, je me pose la question, comment je peux tirer un vrai profit d'une telle bête ? Et donc, j'ai fait un peu joujou avec de la 3D aussi, mais je suis pas allé aussi loin que toi là-dessus. Construct, franchement, pour les auditeurs, allez voir, puisque tu en as parlé dans tes newsletters. Venant de ta part, ça me touche beaucoup. Ça me fait c'est très vraiment plaisir. stylé, quoi. Moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai essayé de trouver un truc utile et ça tombait bien. J'étais en train de transformer mon harnais pour en faire une version entreprise avec une partie admin et une partie collab. Et c'est assez complexe, en fait, parce que tu transfères toute une logique d'architecture avec des questions d'autorisation, des questions de transfert de clés, etc. Donc j'avais déjà une première version que j'avais fait avec 4.8 et j'avais fait louper 4.8 pour qu'il fasse le truc le plus parfait qu'il était possible de faire sans qu'il y ait de tests grandeur nature. Je voulais faire les tests grandeur nature un peu après. Et donc Claude Opus avait saturé, il m'avait dit c'est tout nickel, sans test grandeur nature tu pourras pas aller plus loin. Et puis je lance Fab dessus, je lui dis bon va challenger Opus. Ton petit frère là il me dit qu'il est au top mais vas-y. Et il travaille dessus, il a, comme je disais, c'est beaucoup de fichiers, donc il a travaillé, je crois qu'il a travaillé dessus pendant 1h45, un truc comme ça. Ça, c'est important, hein, cet horizon de travail, c'est très important. Hein. Et c'est un des indicateurs, un des trucs benchmarkés, pendant combien de temps le modèle avance sans se tromper. Ça, c'est quelque chose de fondamental. À mon avis, Fab, on peut le pousser même encore un peu plus loin, mais déjà là, 1h40, 45, il a fait du bon boulot. Alors, d'une part, bon, il m'a trouvé plus de DeFi, une vingtaine d'optimisations, plein de trucs qui ont amélioré le harnais avant même de faire des tests grandeur nature. Donc, il a défoncé Opus dans sa capacité à trouver des problèmes. Ouais. Et puis, après, en regardant un peu toute la chaîne of Thought, je vois qu'en fait, il est allé installer Docker. Il a monté un Docker, il a simulé un Mac dans le Docker pour faire des tests sur Mac pour vérifier que ça fonctionnait bien. Enfin, il est allé faire des trucs d'infra profonde pour aller pousser la logique de test de mon harnais en conditions la plus proche du réel possible. Il a, par exemple, dans mon harnais, il y a l'utilisation de Bitwarden, qui est un système de coffre-fort pour que les secrets transitent jamais par le modèle. Le modèle manipule juste le coffre-fort. Il est allé simuler un faux Bitwarden. Il a répliqué l'API de Bitwarden pour aller simuler ce que donneraient certaines fonctions dans le Docker par rapport à un faux Bitwarden quand il y aurait une logique d'équipe, etc. Enfin, j'ai regardé ça, j'étais là, waouh. Waouh. Mais tu sais quoi, je suis vraiment content qu'on puisse faire ce podcast aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est un événement marquant. Et là, tu vois, ça nous permet de réagir à chaud. Ouais. Parce qu'en vrai, tu vois, il y a eu ChatGPT. Après, pour moi, il y a eu, j'ai eu novembre 2025 où j'ai vu Opus 4.5 qui m'a permis de créer des applications, des agents que j'arrivais pas à faire avant. Et là, pour moi, il y a ce Fable où je vois quelque chose qui est un nouveau monde pour moi. Tu vois, c'est un peu ça ma frise chronologique. Quoi, pour moi, il y a ChatGPT 2022. Opus 4.5, la naissance du vrai monde agentique, et sûrement en effet Fable, qui sonne un espèce de début de super intelligence, en effet. Tout à fait.
Et donc, tu vois, c'est génial tu vois, ça me fait plaisir parce que l'idée de ce podcast, c'est aussi de relater au passage l'histoire de l'IA générative, parce qu'on fait ça je fais ça depuis janvier 2023. Et sincèrement, c'est incroyable. Moi, j'ai eu le sentiment aussi, hein, donc ce que tu disais là sur Docker et tout, donc qui trouve des chemins, ça c'est fascinant. Que tu lui as pas demandé. Hein. Ah ouais. Pareil, tu lui donnes un objectif, il se démerde. Et j'ai eu le feeling aussi, hein, tu vois, parce que je sais pas, moi, je trouve qu'il faut développer de l'empathie avec ces modèles, en tout cas pour les comprendre un petit peu. Et j'ai eu le sentiment, tu vois, que de temps en temps, il arrivait, à quasiment aller un cran plus loin que mes idées, tu vois, ou que ce que je demandais. Un truc assez fascinant par rapport à ça, tu vois, où sentir la tendance dans laquelle tu veux aller, mais voilà. En tout cas, tu vois, sur mon idée du construct, c'est ce qui s'est passé. J'avais pas tout le truc en tête, je pouvais pas me le représenter, mais il a pris des directions sur lesquelles je serais allé. Et ça, c'est marrant, tu vois. Avant, on était en mode directeur artistique dans n'importe quel domaine, hein, mais voilà, on était lead. Et l'IA exécutait. Là, on devient CEO, on donne une vision et ça devient le lead qui trouve des façons de la réaliser, même si on l'a pas complètement en tête, qu'on a juste donné la direction globale. Et c'est là qu'il y a un début de super intelligence. On se dit, l'IA va aller, en effet, au-delà de ce que je me représente par rapport à ma propre demande. Ça, c'est vertigineux en termes de possible. Donc c'est Barge. Alors après la chronologie, Fable on l'a eu 3 jours, hein, et voilà. Le vendredi à 17h21 heure Eastern Time en tout cas, donc c'est New York, hein, je sais pas, voilà. Il est interdit pour des questions de export control par la Maison Blanche. Donc il y a un communiqué d'Anthropic. Moi à ce moment-là, si tu veux, ça m'a fait vraiment flipper, et parce que dans la déclaration on te dit, il est interdit aussi pour Anthropic le coupe pour tout le monde, mais la demande des contrôles à l'exportation de la Maison-Blanche, c'était de le couper pour les non-américains. Tout à fait. Et ça, tu vois, moi, je t'avoue qu'en lisant ça, en étant un peu geek, passionné par ces outils, en ayant l'envie et le plaisir d'utiliser toujours le modèle le plus puissant, sincèrement, j'ai senti comme une attaque personnel et la Maison Blanche m'en veut. Non, mais tu vois un truc truc de zoning entre le citoyen américain. En plus, donc au final, c'est très difficile à mettre en place. Il y a plein d'étrangers chez Anthropic, tout ça, même dans André les cofondateurs. N'a plus le droit de l'utiliser. Donc vérifier ça, c'est très compliqué. Mais le message est dingue, et le message, je le prends hyper violemment, et je dirais même, tu vois, jusqu'à dire, mon ressenti, c'est de me dire à ce moment-là, en fait, Anthropic, Claude, ce modèle Fable.5, même alors que tu vois, en plus, moi j'ai investi tout petit montant dans Anthropic, il appartient pas à Anthropic, ce modèle, il appartient au gouvernement américain. D'une part, la veille de ce export control, il y a le rapport Europe 2031 qui sort. Et il est sorti 2 jours avant, et moi je l'ai lu la veille, du coup, le lendemain de sa sortie. Très bien. Donc c'est un rapport absolument crucial. J'invite vraiment tous les auditeurs à le lire. Je ne l'ai pas lu, je vais m'en occuper. Super, merci de la recommandation. Et c'est un rapport qui a été écrit alors par des chercheurs, des policy researchers, des gens qui travaillent sur les politiques publiques de l'IA, des investisseurs, etc. Que des gens, quand on regarde, qui sont vraiment capés sur le sujet et qui décrivent comment, entre maintenant et 2031, si l'Europe ne vit pas un réveil absolument radical sur la puissance de calcul, on va être complètement vassalisé. Et un des mécanismes qui est mais noir sur blanc dans le rapport, c'est exactement celui-là, c'est les meilleurs modèles. Dans le rapport, ils le mettaient dans 1 an, mais les meilleurs modèles frontières, tout d'un coup, les Américains commencent à mettre un système de licence avec Tier 1, c'est juste les Américains full access. Tier 2, c'est, et quelques alliés vraiment stratégiques, peut-être Israël, etc. Tier 2, les alliés mais lointains, et l'Europe tomberait là-dedans. Un accès ultra restreint au compte-gouttes, quand les Américains, en gros, ont assez de compute pour nous en laisser un peu. Et Tier 3, on donne absolument aucun accès, c'est les ennemis. Et donc, l'Europe tombant dans le Tier 2, elle se met à ne plus avoir l'accès aux meilleurs modèles. Comme, évidemment, il y a du hacking des meilleurs modèles, des acteurs malveillants commencent à avoir des systèmes aussi puissants, et l'Europe se fait attaquer brutalement en termes cyber par des modèles plus puissants que ce qu'elle a en termes de défense. Et donc, ce rapport est passionnant parce qu'il montre comment les entreprises... au début, ferait le choix de dire souveraineté,
on n'utilise plus les modèles américains, on se rabat sur des modèles européens, mais les modèles européens n'étant pas assez puissants par rapport aux modèles américains ou chinois qui distillent les Américains, l'Europe, toutes les entreprises qui auraient fait un effort de souveraineté se retrouveraient exposées à des failles de sécurité majeures. C'est extrêmement juste et crédible, en même temps extrêmement flippant. Mais donc, c'était impressionnant de voir que Super. la J'avais veille pas du vu le rapport, rapport et c'est très important de faire cette prospective en plus à 2031. Et c'est essentiel. et ils sortent le rapport la veille et l'export control tombe le lendemain, tu vois, pour Il y a leur donner raison. il y a une double ironie parce qu'une semaine avant, Dario Amodei, CEO d'Anthropic, avait aussi publié un de ses nouveaux essais en disant sur la policy et la réglementation et la gouvernance face à l'IA. Et en disant, si jamais le gouvernement veut nous bloquer nos modèles parce qu'ils sont trop dangereux, il faut qu'ils y aillent. Et une semaine plus tard, pareil, il se prend le truc. Il a cherché. Exactement. Donc oui. Bien sûr, dans ce cas, il y a une petite partie de sécurité nationale, mais elle est surtout prétexte pour un bras de fer entre Washington et Anthropic. À ce stade-là, c'est ça, à mon avis, et il semble de plus en plus que ce soit ça le fond de l'histoire, plus que de la vraie sécurité nationale. Pour l'instant, ça n'a pas été débloqué, donc mais je pense que ça devrait arriver. Alors, ils ont demandé hier à Anthropic, je crois que c'était hier, pour pouvoir le redéployer, ils doivent amener des garanties formelles que le système ne peut pas être utilisé pour des usages cyber trop avancés. Ce qui est évidemment complètement impossible sur des LLM. Et la raison, on disait aussi, en effet, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'était Amazon, Amazon qui est en conseil auprès de la Maison-Blanche au titre, c'est le CEO d'Amazon, le co-CEO avec Jeff Bezos, qui a dit qu'ils avaient trouvé des jailbreaks, des failles dans le modèle, et qu'il y avait potentiellement les Chinois qui pouvaient distiller le modèle ou l'utiliser. Et à des mauvaises fins. Ouais, mais alors les premières failles qui avaient été trouvées, elles étaient complètement bullshit parce que avec Opus 4.8 ou GPT 5.5, tu fais la même chose, donc c'était pas crédible. Et c'est ça qui a amené l'export control. Et après, en effet, il y a les mêmes gus d'Amazon qui ont dit oui, en plus, ils pourraient distiller, et donc ils en ont remis une couche par rapport à la problématique de distillation. Mais au départ, l'export control, c'était pas lié à la possibilité de distillation de la part des Chinois. Donc, mais Anthropic a dit que oui, en effet, que ce retour. Enfin, après, c'est tous leurs spécialistes, mais que en effet, il n'y avait pas selon eux, de failles critiques sur le modèle. En tout cas. Que les failles qui avaient servi à justifier l'export control étaient tout sauf critiques. Et donc tout ça, c'est complètement fou. Ouais. Par rapport à ce que tu nous dis aussi sur, par exemple, des IA chinoises. Alors, je ne veux pas perdre tout le monde, mais... Donc, on attend que ce modèle Fable soit rétabli. Mais en tout cas, ça nous a mis moi, je trouve que ça nous a mis un sacré électrochoc. Ça nous a fait comprendre l'importance... j'espère pour pas mal de monde, mais j'en doute pas, même au plus haut niveau de l'État. On voit que le Macron, Cornu on a parlé au G7 à Évian avec les pays européens. Et puis le Cornu a fait des annonces sur un investissement qui est au niveau français, donc qui n'est pas suffisant, mais sur du compute et de la mise en place de modèles dans les administrations fondés sur que de l'européen. Et la rupture avec Palantir est aussi très liée à ça. Tout à fait. Et le passage chez... je ne sais plus comment il s'appelle là, mais l'équivalent européen. Et donc, ce Fable, on attend qu'il soit rétabli. On est content, on aimerait bien pouvoir l'utiliser à nouveau, mais en tout cas, ça nous a fait réagir et ça nous a fait flipper. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ça met en avant, ça nous fait comprendre aussi l'importance de l'open source. Quand je dis il appartient au gouvernement, ce modèle, c'est sûr que c'est un peu plus séduisant d'avoir de l'open source. Et c'est aussi ce que tu nous disais, je fais un petit pont par rapport à ça. Tu nous parlais d'attaques potentielles chinoises de même niveau. Flavien, on en parlait juste avant. On a un modèle qui s'appelle GLM 5.2. Qui vient de sortir. Là, pour le coup, ça doit faire un jour ou deux, de Z AI. Et ce modèle open source, open science, il a des Chinois. Apparemment, il a des capacités extraordinaires. Et le fondateur de ce modèle te dit que, en tout cas, au moins d'ici la fin de l'année, il pense qu'il sera au niveau de Fable 5 d'aujourd'hui et début d'année prochaine, supérieur. Tu l'as vu ça aussi ? Ouais, bien sûr. J'ai pas pu encore le tester, j'ai LM 5.2, mais j'ai regardé les évaluations qui, en effet, sont extrêmement séduisantes. On serait entre un Opus 4.8 et un Fable. Ouais. Donc, ça voudrait dire que là où avant, la frontière, les meilleurs modèles dans des entreprises fermées, notamment américaines,
et l'open source, il y avait 6 mois de décalage. Voilà. Et ça voudrait dire que là, il y a plutôt 2 mois de décalage, ce qui est d'une part plutôt heureux pour pouvoir avoir des solutions souveraines de bon niveau, ou des solutions open source qui du coup sont utilisées de façon souveraine, mais ce qui veut aussi dire que les attaquants vont avoir à disposition les mêmes armes qu'un Mythos très 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 rapidement et que ça va se répandre comme une traînée de poudre. Et donc il y a une urgence en termes de cybersécurité à faire évoluer nos systèmes pour se mettre à niveau par rapport à ça. GLM 5.2, on en parle moins que Mythos Fable, mais c'est peut-être un signal encore plus fort de l'urgence cyber qui est la nôtre en Europe. Tout à fait. Alors, tu vois, je vais te dire un truc. Je ne l'ai pas vu venir, ce truc, pour le coup. Je suis surpris, parce que comme toi, j'avais le même chiffre en tête, hein, j'avais la même durée en tête. Je voyais 6 mois entre les modèles closed source et les modèles open source. Et j'avais même, tu vois, plutôt le feeling que pour moi, cet écart allait se creuser. Et même que les Chinois étaient quand même un petit peu à la ramasse, en particulier encore avec de l'export control sur les GPU Nvidia. On sait que DeepSeek a été mis en difficulté par rapport à ça. Donc en fait, je m'y attendais pas du tout, quoi, tu vois. Et je sais même pas. Alors je l'ai pas testé, hein, on l'a pas testé. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il fallait le tester apparemment sur un truc qui s'appelle Fireworks, que ça marchait très bien, que c'était rapide et léger. Donc on verra. Mais tu vois, je m'y attendais pas et je t'avoue que comme ça, j'ai même du mal à me dire mais comment est-ce qu'ils ont entraîné ce modèle, quoi. Tu vois, il vient d'où, quoi. Tu sais, enfin. Ouais. Bah, je vais être très honnête, j'ai pas encore suffisamment creusé les 48 dernières heures. J'ai juste eu le temps de regarder les évaluations. J'attendais pas une explication de texte. Comme il est non seulement open source, mais open weight, c'est-à-dire que vraiment on a accès à tous les poids du modèle, on a accès vraiment à toute la machinerie interne. Ouais. Il va aussi servir à faire avancer globalement la science des grands modèles de raisonnement. Donc il y a des chances que d'ici 2-3 semaines, la communauté scientifique est montée d'un cran grâce à ça, parce qu'ils ont, en plus, ils l'ont fait pour un coût qui est sûrement bien moindre que l'entraînement de Fable, donc puisqu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'Anthropic. Donc, un peu comme le moment DeepSeek, qui a forcément eu des optimisations qui vont ensuite se répandre un peu partout dans l'écosystème. Donc, peut-être que les ingénieurs de Meta vont commencer à bosser là-dessus plus que sur Claude. Par rapport à Views, là, tu sais, qui est quand même un peu un échec à ce stade, quoi. Bon, pour l'instant, Meta sur l'IA, c'est un peu un échec globalement. Hein. Ouais. D'autant plus depuis qu'Yann Lequin est parti. Oui. Tout à fait. Alors, magnifique. Merci beaucoup, cher Flavien. Donc en tout cas, une actualité très riche, un moment clé, je pense. Hein. Alors, il va même falloir que la poussière retombe un petit peu avec tout ce qui vient de se passer, hein, parce que on en parle tous les deux. Fable, on l'a testé 3 jours maximum. Hein. Voilà. Donc, ce GLM 5.2, là, on va en parler. Deux petits sujets pour finir. C'était Midjourney, je voulais en parler quand même. C'est une petite news, une actualité assez intéressante. Midjourney, donc, qui nous sort un scanner ultrasonique full body. Donc Midjourney, modèle d'image dont on parle plus trop parce que maintenant on a Nano Banana 2, on a GPT Image 2 sur ces outils-là. Toi, tu utilises Midjourney, je sais, Flavien, mais toi aussi, il y avait de la BD Hello avec Nathalie. Ouais. Ouais, mais la deuxième BD ne sera pas avec du Midjourney. Voilà. Et Midjourney, la surprise, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils foutent? On attendait un peu un world model déjà, ou un nouveau modèle de génération d'images, et on nous sort un scanner ultrasonique, et on te dit, hein, l'ambition, c'est d'avoir 50 000 scanners disponibles dans le monde d'ici 2031. Et un truc de dingue, donc non invasif, qui peut réduire... tout le monde peut faire un scanner beaucoup plus rapidement, à bien moindre coût. Sans et radiation. Donc, ils construisent des spas dans lesquels tu peux avoir ton corps scanné parce que tu dois te mettre, je crois, dans l'eau. Truc de dingue. Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à cette news, parce que alors, quand je l'ai vu arriver, j'étais un peu qu'est-ce qu'ils nous font là? Et puis en plus, il y a assez peu d'IA dedans. Enfin, il y a de l'IA pour interpréter le signal, mais ça n'a rien à voir avec l'IA générative sur laquelle ils étaient excellents. Donc tu te dis, c'est quoi ce pivot? Après, tu vois, il y a quand même en ce moment une boîte, je sais plus comment elle s'appelle là, mais qui faisait des baskets, qui est en train de pivoter pour faire du GPU. Donc tout est possible. Bien sûr. Mais, oui. Allbirds. Voilà, Allbirds. Parce qu'ils avaient des entrepôts, ils les ont blindés de GPU. Qui deviennent Smart Birds et leur action s'envole. Tu incroyable. Dis, bon, ok. Donc une boîte qui fait de l'IA, qui se met à faire du scanner, pourquoi pas. Ce qui m'a intéressé, en fait, je suis allé beaucoup regarder les avis de médecins.
Ouais. Et je m'attendais à ce que tous les médecins soient en mode mais c'est quoi ce truc, voilà tel défaut, tel défaut, tel défaut, ils nous vendent du vent, ça va pas marcher. Et en fait, quand je suis allé voir ce que disaient des neuroscientifiques, des cardiologues et tout, putain, ils étaient tous très enthousiastes. Ils disaient mais ça, c'est la technologie dont je rêve depuis le début de ma carrière. J'ai toujours pensé à un truc comme ça, mais je voyais que ça arrivait nulle part, donc je me disais il doit y avoir un blocage fondamental. Et là, ils sont en train de vraiment le faire. Et donc, je me suis dit waouh. En fait, peut-être qu'ils ont vraiment réussi à trouver un créneau qui fait sens dans le monde médical. On va voir comment ils arrivent à exécuter, parce que entre l'annonce marketing, le premier scanner mis dans un joli spa et le million de scans qu'ils annoncent avec en effet 50 000 scanners dans le monde, il y a le passage par la FDA, il y a la validation scientifique, il y a le coût qui doit être largement réduit en termes de production. Donc, tu vois, pour moi, ça fait les projets à la Elon Musk un peu, tu vois, avec une volonté de passage à l'échelle massive qui nécessite qu'il y ait des effets de 1 à 100 qui soient réalisés. Ouais. Et donc, j'ai envie d'y croire. Mais c'est quand même, ça serait exceptionnel qu'en 2030, Midjourney soit cette grande entreprise des scanners. Ouais. Mais écoute, moi, je vais suivre ça avec attention. Ils ont de l'audace. Tu vois, moi, je suis surpris, mais il y a un truc que je comprends, en tout cas, que j'arrive à connecter quelque chose. C'est que David Holtz, le fondateur de Midjourney, moi, je suivais depuis assez longtemps. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, il avait fait... Peut-être que toi, tu connais ça, Flavien. Il avait créé Leapmotion. Oui, bah, j'ai joué avec des Leapmotion pendant toute ma jeunesse. Leapmotion, donc on travaillait quand même sur l'interface homme-machine. Pouvoir, donc on te mettait un petit bracelet ou un petit bandeau sur le bras. Leapmotion, tu avais la barre et tu mets ta main au-dessus, ça repère tes doigts sans rien du tout sur la main. C'était... Et donc, en tout cas, ces travaux-là, tu vois, tu rajoutes de l'image, tu vois, tu te dis que... Enfin, en tout cas, moi, ces travaux-là me font penser à la possibilité d'aller sur ce genre de produit. Super intéressant, j'y ai pas du tout pensé. Mais ce que ça veut dire, en tout cas, c'est que, tu vois, l'IA, et ça, on le sait tous les deux, on en parle ici tout le temps, l'IA est partout. Hein. L'IA est dans la médecine avec ChatGPT, là, il y a des trucs incroyables qui sont en train de sortir. Là, à ce niveau-là, sur les scanners, là où on s'y attendait pas, c'est extraordinaire. Et surtout, on est à un moment où l'IA libère tellement de capital que pour Midjourney, c'est ça qui leur a permis de faire ce pivot. Hein. Ils ont jamais fait de levée de fonds et pourtant, ils ont engrangé un capital complètement dingue. Donc, cette espèce de fluidité du capital, elle permet à des entreprises de devenir complètement tentaculaires. Et là où avant on raisonnait par industrie, je m'attends à ce qu'on ait, en plus avec des entreprises qui avancent à une vitesse phénoménale et qui ont besoin de constamment se différencier, intégrer, etc., un capitalisme tentaculaire où les boîtes ne sont plus sur des verticales, mais peuvent s'étendre vraiment très rapidement au stade d'une start-up ou scale-up, quoi, sur des industries complètement différentes. Et ça, c'est vrai, c'est nouveau dans le capitalisme, quoi. C'est complètement fou. Tu vois, je viens de voir un post, une déclaration de Dario Amodei de Anthropic, où il parlait, il disait que tu vois, d'ici 2030, et ça, il fallait qu'il fasse $1 trillion de chiffre d'affaires, sans quoi son business model ne tiendrait pas. Tu vois. Donc ça veut dire en fait qu'on est, tu vois, on est dans l'ère des méca conglomérats. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une urgence que tu évoquais avec ce rapport Europe 2031, à prendre ça en compte. J'ai vu une investisseuse de General Catalyst, je ne sais plus si c'est Diane de Furstenberg, qui est assez smart et qui disait un truc par rapport à ça. C'est aujourd'hui, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, grosso modo, c'est 12 trillions de dollars. 12 trillions de dollars, c'est en fait tous les GAFAM réunis, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'on a fait pousser depuis 30 ans, grosso modo, 30 ans, 40 ans, et qui sont tous ces produits, en fait, qu'on apporte et dont on est complètement dépendant. Et où on a une balance commerciale complètement déficitaire. Si on se dit, c'est 12 trillions, cette balance commerciale, et là, par rapport à ce qu'on vient de se dire, tu vois, sur du SpaceX, du Anthropic, du Midjourney dont on parlait à l'instant, en fait, on peut avoir un effet comme ça, fois 10, fois 100, fois 10 d'ici 2030, 2031, sur ces plateformes d'intelligence artificielle surcapitalisées dont tu parles. Et robotique, dans un temps deux. Complètement. Là, on rate ça dans les 2 prochaines années. Vraiment, je pense que c'est la fin de l'Europe. On est vassalisé, comme le disait non seulement Arthur Mensch. On est vassalisé, mais une vassalisation va nous pousser à sûrement créer des énormes tensions internes dans l'Europe.
l'Europe implose, je pense. Je pense que l'Europe, telle qu'on la connaît, comme un projet commun et un projet en plus qui correspond à un certain niveau d'abondance et de niveau de vie, etc., c'est over. Si on rate ce coche, moi, et ça arrive beaucoup quand je donne des conférences, ça fait réfléchir les gens sur leur avenir, l'avenir de leurs enfants, etc. Mais moi-même, ça me fait beaucoup réfléchir. Il faut que je me prévoie une deuxième nationalité aujourd'hui. Il faut que j'aille chercher une deuxième nationalité d'un côté ou de l'autre. Parce que j'espère pouvoir rester tu veux dire européen. US ou Chine ? Bah oui. Ou Canada, ou un autre pays. Mais j'espère pouvoir... Moi, je me sens français et je me sens européen et j'aime ça. Et je travaille au quotidien avec mes travaux auprès de sénateurs ou avec l'Amiad ou ce que je vais faire aux États-Unis les 3 prochaines semaines, etc. J'essaye de travailler à mon niveau à participer à ce que l'Europe trouve des voies là-dedans, mais je ne peux pas non plus être naïf. Si on n'arrive pas à trouver de voies, je me dis aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai, je ne l'ai pas du tout mise en œuvre, mais ça m'arrive sous la douche de me dire, ok, il faut que je prévoie une solution de secours. Je pense que tu vois, de toute façon, il faut ce Fable 5 nous a réveillés tous. Ouais. Il a réveillé tout le monde, je pense. Mais il faut que ça dure. Donc c'est bien qu'on continue et même qu'on en parle et qu'on finisse cet épisode là-dessus sur cette urgence. Dernier sujet, Flavien. Finir sur le positif. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, comme d'habitude. Un grand merci. Tu pars demain. En plus, c'est pour ça qu'il fallait qu'on réussisse à s'attraper aujourd'hui. Tu pars pour 3 semaines, tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que tu vas faire ? Je pars 3 semaines aux États-Unis, en fait, dans une délégation qui est construite par Washington, par le gouvernement américain, avec une personne référente par pays sur donc une vingtaine de pays, qui sont des personnes identifiées par les ambassades dans les pays. Donc moi, j'étais identifié par l'ambassade des États-Unis en France. Et donc là, on part. La thématique, c'est AI, Innovation and Safety. Donc on est en plein dans l'actualité, c'est ouf. Et c'est une délégation, je suis super heureux de me retrouver là-dedans parce que c'est une délégation de très 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 haut niveau où on va rencontrer les plus hauts leaders de l'IA et de la politique aux États-Unis et l'objectif c'est de créer des liens, de développer une technodiplomatie parce que l'enjeu pour que l'Europe évidemment pour que le monde puisse fonctionner avec l'IA, mais de mon point de vue, pour que l'Europe puisse fonctionner avec l'IA, c'est qu'il y a une technodiplomatie ultra resserrée qui se développe, qui nous permet de nous organiser à l'échelle planétaire. Bien sûr. Donc c'est là où je disais, j'essaye de jouer mon rôle et j'ai la chance d'avoir une place dans cette délégation qui va servir à ça. Donc on va à Washington, à Atlanta, à SF, à Philadelphie, etc. Quelle chance, quel beau voyage. Mais moi, je suis très heureux que tu sois là parce que j'ai eu l'occasion de te voir intervenir au Sénat, donc dans différentes initiatives, avec ce que tu as fait aussi avec l'Amiad. Et je trouve que c'est super que tu sois notre représentant à cette occasion. J'ai hâte aussi que tu viennes nous en parler prochainement, nous faire un petit feedback sur aussi qu'en pensent tes compères, ce qui s'est dit avec cette délégation sur le podcast. Et ce sera l'occasion de débriefer un petit peu aussi sur GLM 5.2. J'espère qu'on aura Fable à ce niveau-là. Donc, après les vacances, refaisons-nous un petit épisode comme ça, si ça te va. Avec grand plaisir. Et puis en novembre, il y a le tome 2 de la BD Hello qui sort. Tu fais bien. On pourrait se revoir à cette occasion. Et le gros sujet de la BD sera la religion. Donc ça peut nous donner un beau sujet à explorer aussi. Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais en effet, il y avait ça tombait, c'est synchrone avec l'encyclique du pape Léon 13, 14, 15, je sais. Je sais pas lire les chiffres Magnifica Humanitas, en référence en tout cas à Rerum Novaris du pape Pie XVI. mais donc on va suivre aussi évidemment le lancement de cette BD. Si vous n'avez pas encore la BD Hello d'ailleurs de Flavien et de Nathalie, ça peut être une super lecture pour cet été. Pour vous, pour vos enfants. Donc merci Flavien d'être venu nous voir et bon séjour aux États-Unis et reviens-nous vite. Avec grand plaisir, merci pour ton accueil. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!